Bonjour, donc on va essayer de relever le défi de ne pas vous endormir tout à fait et de présenter en moins d'un quart d'heure la question de la pauvreté dans une ville mondiale riche. Alors, on en a déjà parlé, je pense, tout au début. Si on prend un indicateur comme le produit intérieur brut par habitant qui mesure la richesse produite, eh bien Bruxelles se place comme la 3e région européenne, derrière Londres et Luxembourg. Donc on peut se dire, formidable, on est riche. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want als we die indicator nemen, het bruto binnenlands product, dan meten we wel de rijkdom die gecreëerd wordt in een regio, maar dat zegt niets over de rijkdom van de inwoners van het gewest. Dat wordt heel sterk beïnvloed door pendelarbeid en we weten dat meer dan de helft van de jobs in Brussel worden ingenomen door niet-Brusselaars. Dus meer dan de helft van de loontrekkers die bijdragen tot het hoge bruto binnenlands product wonen buiten Brussel. En de Brusselaars zelf profiteren veel minder sterk van die geproduceerde rijkdom. Als we dan de indicator nemen die het meest gebruikt wordt om armoede te meten, het aandeel van de bevolking met een inkomen onder de armoederisicogrens, zien we dat Brussels gewest, links in de figuur, het gewest is met het hoogste armoederisico. Ongeveer een derde van de bevolking leeft met een inkomen onder de armoederisicogrens. Bon, donc c'est pas si simple que ça. Alors, vous voyez ici cette carte, et on a remis la région bruxelloise dans la région urbaine plus large. Et vous voyez, ici c'est une carte qui représente le revenu médian par déclaration, par secteur statistique, la plus petite entité administrative en Belgique. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les quartiers en bleu foncé, qui sont les quartiers où la moitié des habitants déclarent moins de 15 000 euros, se retrouvent quasi exclusivement à l'intérieur des 19 communes. Mais vous voyez aussi qu'il y a des quartiers dans le sud et à l'est de la région bruxelloise qui ont des revenus confortables, qui sont équivalents à ce qu'on trouve dans le reste de la périphérie et de la région bruxelloise. Alors oui, il y a à Bruxelles des habitants qui sont riches, et si on regarde parmi les 5% des quartiers les plus riches de Belgique, eh bien on retrouve 5 quartiers bruxellois. Maar als we daarentegen kijken naar de armste wijken van het land, als we dan de top 10 van de armste wijken van het land nemen, liggen er daar 7 van in het Brussels gewest. Als we de 5% armste wijken van het land nemen, ligt een derde daarvan in het Brussels gewest. Dus op vlak van de armere inkomens van België is Brussel veel sterker vertegenwoordigd. Alors, c'est pas qu'une question de revenus, bien entendu, c'est une question de cadre de vie, et donc voilà une partie de la région bruxelloise, vous voyez comme c'est beau, et puis quand on zoome, eh bien vous voyez comme on est bien à Bruxelles. Maar we moeten maar een aantal kilometer verder gaan in vogelvlucht en we krijgen direct al een heel ander beeld, met heel dicht bevolkte wijken, met hele kleine appartementen waar mensen in heel kleine appartementen wonen, met veel mensen. Heel weinig openbare ruimtes, weinig groene zones, weinig privétuinen. Maar een paar kilometer verderop krijgen we direct een heel ander beeld van de levensomstandigheden van een groot aandeel van de Brusselaars. Alors, le fait de vivre dans des conditions de vie plutôt aisées ou plutôt défavorisées a un impact considérable sur la qualité de vie et sur la santé. Sur ce graphique-ci, on voit en fait la part de la population qui ne se sent pas en bonne santé en fonction de l'âge, et chaque courbe représente un type d'habitant particulier en fonction de son statut de logement. Et donc on voit pour nos Bruxellois bien aisés qui habitent dans des logements confortables et spacieux, eh bien on voit qu'à l'âge de 40 ans, moins de 10% d'entre eux se sentent pas en bonne santé. Et pour atteindre la moitié de ces habitants en mauvaise santé, il faut atteindre l'âge de 76 ans. Maar als we dan naar de gezondheid gaan kijken van de armere Brusselaars, we nemen het andere uiterste, we nemen de huurders van een woning van de slechte kwaliteit. Als we dan dezelfde oefening maken, op de leeftijd van 40 jaar, dan gaat het al om een derde van de bevolking dat zich in slechte gezondheid voelt. En om de helft van de bevolking te hebben die zich in slechte gezondheid voelt, is al op 50 jaar, dus 25 jaar eerder in vergelijking met eigenaars van kwaliteitsvolle woningen. Alors, cette carte qui représente la carte de la santé subjective, ajustée pour l'âge, je sais que ça veut dire qu'on compare les quartiers à âge égal,
Eh bien, en fait, cette carte, la santé représente quelque part une sorte de synthèse de pas mal de dimensions de la qualité de vie. Et donc, on peut dire que quelque part, la santé globale, c'est comme un reflet du bien-être de la population. Et on voit ici, plus les quartiers sont en foncé, plus en fait la part de la population qui se sent en mauvaise santé y est importante. Et on retrouve donc ce croissant pauvre dont vous avez déjà certainement entendu parler, et aussi un peu plus éparpillé les quartiers de logements sociaux. Alors très malheureusement, cette carte qui date de 2001 ne peut plus être refaite parce que depuis 2001, on n'a plus de recensement ou d'enquête socio-économique en Belgique, et donc on ne peut plus arriver à avoir ce type d'indicateur. Alors, on ne peut pas aborder la question de la pauvreté et de la richesse en région bruxelloise sans s'intéresser à la question des migrations. Alors, Bruxelles, on l'a déjà dit, est une ville qui est extrêmement mouvante. Un tiers des échanges internationaux entre la Belgique et l'international se passe via Bruxelles. Sur cette carte, vous avez la proportion de Bruxellois de nationalité non belge, et on voit plus c'est foncé, plus cette proportion est importante. On voit que le centre de Bruxelles a une proportion importante. Pour l'ensemble de la région bruxelloise, c'est 32%. Dans le quartier européen, 62% des habitants n'ont pas la nationalité belge. Alors en quoi le phénomène des migrations influe-t-elle sur la question de la pauvreté et de la richesse? Il y a bien entendu des tas de trajectoires migratoires, et on n'a pas le temps en 14 minutes d'aborder toutes ces trajectoires, donc on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui des Français. Pourquoi les Français? Parce que c'est la communauté la plus représentée en région bruxelloise. Elle représente 15% des Bruxellois non belges, et vous voyez qu'ils sont très concentrés dans le cadran sud-est de la région, avec dans certains quartiers comme le Vivier d'Oie, ils représentent 17,5% de la population. Maar er is natuurlijk, Brussel kent ook een ander type migratie, dus de arbeidsmigratie die in de jaren 60, 70 een heel aantal Zuid-Europeanen, Marokkanen naar het Brusselse gewest brachten. En de kaart rechts op de slide toont het aandeel Noord-Afrikanen en de ruimtelijke verdeling in het Brussels gewest, met als belangrijkste nationaliteit de Marokkanen, die ongeveer een tiende van de niet-Belgische bevolking uitmaken. En we zien daar dat die migratie zich heel sterk concentreert opnieuw in het noordwestelijke gedeelte van de 19e eeuwse gordel, en meer bepaald in de arbeiderswijken van de arme Sigel, de Croissant-Pauvre, met percentages tot iets meer dan 50% in de wijk van het Weststation in Molenbeek. En dat type migratie wordt natuurlijk gekenmerkt door een lagere sociaal-economische status, een lager opleidingsniveau, lagere inkomens en een veel moeilijkere inschakeling op de arbeidsmarkt. En we weten ook dat die migranten veel sterker geconfronteerd worden met fenomenen van discriminatie. Discriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie op de huisvestingsmarkt. En als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar de inschakeling op de arbeidsmarkt, een aantal arbeidsmarktindicatoren, de activiteitsgraad, tewerkstellingsgraad en werkloosheidsgraad, opgesplitst naar nationaliteit. We nemen de Belgen, en van de niet-Belgen splitsen we op naar Europeanen en niet-Europeanen. Dan zien we van de drie bevolkingsgroepen dat de niet-Belgische, de Europese niet-Belgen het best voorstaan op de Brusselse arbeidsmarkt, met een hogere activiteitsgraad, hogere tewerkstellingsgraad en een lage werkloosheidsgraad. Het zijn de niet-Europeanen die er het slechtst aan toe gaan, die het meest kwetsbaar zijn op de Brusselse arbeidsmarkt, met bijvoorbeeld rechts op de figuur een werkloosheidsgraad van meer dan een derde. Alors le marché de l'emploi bruxellois est assez spécifique, 90% appartient au secteur tertiaire, et on note une évolution dans le temps avec une augmentation progressive des emplois qui sont liés à une haute qualification, et par contre une diminution progressive des emplois occupés par les gens faiblement qualifiés. En 2008, les 52% des emplois étaient occupés par des personnes à haute qualification. En 2011, on est déjà à 55%, donc c'est une évolution qui continue, et c'est bien entendu bien plus important que dans les autres régions. En als we dan gaan kijken naar het opleidingsniveau van de Brusselaars, en in het bijzonder voor de jongere leeftijdscategorieën, dan zien we daar direct een heel belangrijke verklaring voor die problematiek.
Dus deze figuur geeft het aandeel laag opgeleide per leeftijdscategorie weer en in de paarse lijn voor het Brussels gewest. En die figuur toont heel duidelijk het heel kenmerkend is voor de Brusselse bevolking, die sociodemografische fractuur tussen verschillende Brusselse generaties. Waar we zien dat het aandeel laag opgeleide het hoogst ligt in Brussel voor de jongste leeftijdscategorieën en we het omgekeerde beeld zien bij de oudere leeftijdscategorieën. En dus we weten dat het lage opleidingsniveau van de jongste Brusselaars niet in overeenstemming is met de actuele vereisten op de Brusselse arbeidsmarkt. En die handicap van de Brusselaars ten opzichte van de andere gewesten gaat zich alleen maar versterken als we de grote verschillen tussen gewesten zien op niveau van de generaties op vlak van het opleidingsniveau. Dus dat is een heel belangrijke uitdaging voor het Brussels gewest. En als we dan nog een laatste indicator voor de inschakeling op de arbeidsmarkt nemen, de werkloosheidsgraad opnieuw per Brusselse wijk. Dat zijn de cijfers van 2009, waarbij het gemiddelde in Brussel 22% was. De werkloosheidsgraad van 22% liep die op in de wijken rond, in de wijken van de arme Sieke. Liep die op bijvoorbeeld in de wijk van het Weststation in Molenbeek tot 44%. Dus dat is de algemene werkloosheidsgraad. Als we gaan kijken naar de werkloosheidsgraad bij jongeren, liep die op tot 57% in diezelfde wijk van het Weststation in Molenbeek. Alors on ne peut pas non plus aborder la question de la pauvreté en région bruxelloise sans s'intéresser à la question démographique et le boom démographique, on vous en a énormément parlé dans les médias et ailleurs. Donc on sait qu'il y a à Bruxelles un taux de natalité important qui est lié au fait qu'en région bruxelloise, il y a beaucoup de jeunes adultes qui sont en âge d'avoir des enfants. Alors cette carte représente la part des enfants de moins de 3 ans par quartier et on constate que ces jeunes enfants sont particulièrement concentrés de nouveau dans le croissant pauvre et plutôt dans le nord-ouest de Bruxelles. Donc en fait, le solde naturel, qui est la différence entre les naissances et les décès, contribue à l'accroissement de la population bruxelloise. Mais donc au travers de cette dia, on comprend bien que cet accroissement lié au solde naturel positif est surtout un accroissement d'une population plutôt précaire. En dat verklaart dan waarom dat in Brussel een heel belangrijke uitdaging zich situeert op vlak van de kinderarmoede. Dus een heel groot aandeel van de kinderen en jongeren in Brussel wordt geboren en groeit op in heel moeilijke omstandigheden en in armoede. Dus armoede in Brussels gewest, het treft alle leeftijdscategorieën, maar in de eerste plaats kinderen en jongeren. Dus dit is een indicator als we de linkse kant nemen, die het aandeel kinderen toont dat opgroeit in een huishouden zonder inkomen uit arbeid. En daar zien we dat voor het Brussels gewest meer dan 1 kind op 5 geboren wordt en opgroeit in zo'n moeilijke sociaal-economische omstandigheden. Alors, c'est difficile de conclure, mais la question qui se pose, c'est, à l'Observatoire de la santé par exemple et du social, on étudie d'année en année les indicateurs de pauvreté et puis ça reste toujours dans le rouge. Alors est-ce que les choses sont inertes? Est-ce que rien ne se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de changement? Alors pour essayer de comprendre comment à l'intérieur il y a quand même des choses qui bougent, on peut essayer de comprendre au travers de ces 4 cartes qui présentent les soldes migratoires. Alors la première, en haut à gauche, vous présente les soldes migratoires par rapport à l'étranger. Alors quand les quartiers sont dessinés en rouge, ça veut dire qu'ils accueillent plus d'habitants que ce qu'ils ne perdent. Quand ils sont colorés en bleu, c'est qu'ils perdent plus d'habitants que ce qu'ils reçoivent. Donc on voit que par rapport aux migrations internationales, tous les quartiers bruxellois reçoivent plus de population qui ne perdent, ce qui est assez logique. Mais on voit donc une migration internationale très concentrée dans le centre et toujours dans ce fameux croissant pauvre où les migrants qui proviennent de pays pauvres ou qui sont dans des situations de grande précarité vont trouver des loyers qui sont plus ou moins accessibles. On n'a pas le temps de développer ici la question du logement, mais c'est aussi un des déterminants extrêmement importants de la pauvreté en région bruxelloise. Alors la deuxième carte à côté, en haut à droite, vous représente les soldes migratoires des quartiers à l'intérieur de la région. Donc on voit en bleu que des quartiers du centre-ville perdent des habitants au profit de quartiers de la périphérie et principalement de la périphérie nord-ouest. Et donc quand on est sur le terrain, on se rend bien compte que les populations qui sont pauvres, qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés, quand leur situation sociale s'améliore, eh bien ils vont habiter un peu plus loin en périphérie.
Mais ils sont remplacés dans ces quartiers très pauvres par des nouveaux migrants qui sont dans des situations pauvres. Ce qui explique que les indicateurs de pauvreté au niveau de ces zones restent en permanence dans le rouge, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que le travail social à Bruxelles ne se fait pas et qu'il n'y a pas de mobilité sociale. Les deux cartes du bas vous montrent les soldes migratoires avec le reste de la Belgique, donc les deux autres régions. Et là, on voit qu'à part quelques quartiers, Bruxelles perd des habitants au profit des autres régions. Donc le phénomène de suburbanisation décrit déjà depuis des décennies se poursuit. À part quelques quartiers en rose, vous reconnaissez par rapport à la Flandre, par exemple, le quartier d'Ansart, qui gagne des habitants, et pour la Wallonie, par exemple, les quartiers assez branchés au niveau d'Ixelles, dans lesquels des jeunes actifs arrivent de Wallonie pour habiter à Bruxelles. Alors cette suburbanisation participe aussi au maintien de la situation socio-économique des Bruxellois, puisqu'il y a une perte d'habitants de revenus moyens et aisés. Alors voilà, on ne peut pas conclure, on a survolé extrêmement rapidement. On ne va pas conclure, mais on voulait plutôt envoyer un vœu pour qu'on parle de Bruxelles et que les enjeux soient réellement, que Bruxelles soit riche de tous ses habitants. Alors on se rend bien compte qu'on a dû survoler extrêmement rapidement, mais heureusement il y a plein d'outils à votre disposition pour essayer de mieux comprendre. Allez sur le site de l'Observatoire de la santé et du social, vous y trouvez des documents qui vont vous expliquer tout ça de manière approfondie. Et puis on a utilisé dans notre présentation beaucoup de cartes qui viennent du monitoring des quartiers. Vous avez l'adresse là, allez voir sur ce site, il y a plein de choses passionnantes à y trouver et on vous remercie de votre attention.